Super. Euh, donc, moi, je suis là ce matin. Moi, je suis Christian Neff. Je suis de l'agence Markentive. Alors, il y en a certains qui ont peut-être déjà entendu parler de cette agence-là. On est une agence digitale et une agence inbound marketing. Et je suis venu avec Julie de l'agence Oimoon et on représente la fédération Inbound Marketing France, qui est une toute jeune fédération qui est impliquée en fait dans voilà, la diffusion de ces nouvelles pratiques de marketing digital, l'essor du blogging, l'utilisation des outils de marketing automation, comment on va pouvoir drainer une audience et la convertir en client, en utilisateur, en chiffre d'affaires et plus si affinité. Donc, est-ce que vous pouvez rapidement me dire grosso modo qui vous êtes et de quels environnements vous êtes pour que je puisse me faire une idée. Je sais que vous êtes environ une vingtaine, une trentaine de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent rapidement se présenter? Oui. Bonjour, je m'appelle Sophie Roland. Je dirige une agence qui s'appelle Quick Marketing qui fait, comme Marketing, du marketing digital et du inbound marketing, qui est partenaire HubSpot depuis presque un an. Et j'ai un client dans l'univers du tourisme, c'est pour ça que ça m'intéressait de Ok, discuter ça. super. Vas-y. Alors, moi, c'est Anne-Laure. Je crée une start-up dans le monde du tourisme, justement. C'est une plateforme qui permet aux destinataires de voyage entre particuliers. Ça s'appelle Make It Travel. Donc voilà. Bon, après, je suis un peu dans l'univers digital, donc, mais je voulais en apprendre un peu plus et voir comment je peux encore mieux appliquer ça pour ma startup. Je suis Uriel, je dirige une start-up qui s'appelle Visitobus, qui est un nœud de guide de Paris à partir des bus RATP à Paris, mais qui marche aussi à New York, Londres, Berlin et Barcelone. D'accord. À destination du tourisme, mais aussi pour une version en langue locale, à destination des voyageurs réguliers. Vas-y. Bonjour Dominique, je suis aussi à la tête d'une start-up dans le tourisme, qui s'appelle Tourisme Immersif. Ça permet à les touristes de partager des activités avec des groupes. D'accord. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Lise, plutôt une Porteur de projet. on crée une plateforme digitale pour faciliter le parcours du shopping des touristes chinois à Paris. Vas-y. Bonjour, je suis Odile, j'ai créé un site web qui s'appelle Les Sorties Culture, qui est un peu comme Allociné, mais distribué dans les musées, châteaux, monuments, des villes. C'est une entrée unique et une visite. Donc vous êtes en fait finalement soit porteur de projet ou agence ou start-up innovante, donc vous êtes bien dans le sujet d'aujourd'hui. L'objectif pour nous étant de vous montrer très rapidement, je ne vais pas vous assommer avec 90 slides et vous expliquer tous les secrets de ce métier-là, parce qu'on n'aura de toute façon pas le temps de le faire, mais de passer à travers une vingtaine de slides qui va montrer en quoi l'inbound marketing est pertinent pour ce que vous faites et aussi pertinent vis-à-vis de l'environnement que vous avez en termes financiers, en termes de dynamique, en termes d'accès à la concurrence. Et de vous montrer avec voilà, des petites notions simples comme quoi demain l'inbound marketing peut être appliqué à ce que vous faites et peut être pour vous un vrai vecteur de croissance dans des budgets qui sont raisonnables. Et à partir de là, on aura un échange assez interactif. Si vous avez des questions plus dimensionnées par rapport à ce que vous faites, si vous avez des problématiques par rapport à vous, et si vous êtes prêt à les partager avec le groupe, alors à ce moment-là, on pourra interagir ensemble et essayer de vous trouver des astuces sur mesure. Alors avant d'oublier, l'Inbound Marketing France est porteur de 2 événements prochainement. Il y a le 16 juin où on a l'Inbound Marketing. On a l'événement du 16 juin, donc l'Inbound Marketing Day, qui aura lieu à l'ESSEC, au CNIT de la Défense, où on a une quarantaine d'intervenants et plus de 200 personnes qui vont assister à cet événement-là. Et on a aussi une présence confirmée le 2 juin au Time to Marketing, qui est un événement du marketing digital au sens large et qui aura lieu au Showcase. C'est la boîte de nuit sous le pont Alexandre III, pour ceux qui connaissent. Donc tourisme digital. Alors on m'a demandé d'intervenir sur ce thème-là, tourisme digital et start-up, l'inbound marketing, et je me suis dit... Comment je vais traiter ce sujet-là, parce que voilà, on n'a pas la journée.
Tourisme digital, c'est un mot qui est très très vaste. Vous l'avez montré aussi, on n'en a entendu que 4 parmi vous, mais finalement, si on avait fait le tour jusqu'au bout, on aurait encore eu des projets encore très différents. Le digital change la manière de consommer, et donc vos idées sont aussi tout à fait représentatives de cette mouvance et de cet écosystème-là. Vous créez des plateformes, vous créez des services, vous créez des produits. Aujourd'hui, faire une start-up, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Vous pouvez devenir de nouveaux intermédiaires. Je pense à un cas très connu, Airbnb, ils n'ont pas d'hôtel, ils n'ont pas d'appartement. C'est une société immense. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes réussites du web. Vous avez des marketplaces, vous avez des comparateurs. Il y a aussi des services d'abonnement. Il y a aussi la manière d'offrir à d'autres, de réutiliser, de recycler, de partager, de cofinancer. Enfin, il y a tout un tas aujourd'hui de nouvelles terminologies et de nouvelles attentes qui s'inscrivent complètement dans le marché et qui sont aussi du coup inhérentes au fait que le digital change la manière de consommer. Donc le tourisme digital aujourd'hui, c'est très très vaste comme sujet. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est ce que vous en faites, parce qu'il n'y a pas de limite dans l'innovation qu'on peut apporter à cette thématique-là. Il y a des tendances de fond. De plus en plus, les gens vont être moins dans la possession ou dans l'achat, mais plus dans le fait de vivre des choses ou de partager ou de recycler. On le voit aussi beaucoup avec tout ce qui est, ne serait-ce que la musique et les films. Aujourd'hui, on fait du streaming, on fait des podcasts, on n'achète plus les CD, les vinyles et les DVD comme on le faisait à une certaine époque. C'est aussi des choses qu'on va retrouver dans l'univers du tourisme, comme dans tout un tas d'autres univers. L'offre est très diversifiée. Vous faites aujourd'hui, vous avez des projets qui sont très variés et une concurrence qui est de plus en plus forte et de plus en plus segmentée. Donc aujourd'hui, les gens se lancent dans des choses extrêmement pointues, extrêmement spécifiques, adaptées à une cible très identifiée. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. Il y a aussi beaucoup d'offres, ça crée aussi de la méfiance chez l'utilisateur. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que je vais avoir ce que j'achète? Est-ce que si je donne ma carte bleue, est-ce qu'on ne va pas essayer de me voler? Est-ce que je vais finalement avoir les vacances que j'ai envie d'avoir? Est-ce que ça va être conforme à ce que j'ai prévu de vivre? Et une grande volatilité, exigence des cibles, ça va encore une fois avec le fait que il y a de plus en plus d'offres, donc les gens sont volatiles, les gens sont exigeants. Aujourd'hui, on a une grande qualité de vidéos, on a une grande qualité d'images disponibles en ligne. Les gens ont aujourd'hui qu'un clic à faire finalement pour plus être chez vous. Et ils ne se priveront pas de le faire s'il y a le moindre élément qui les amène à douter de la qualité de ce que vous faites ou de la qualité de vos services. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut vraiment soigner le fond de ce qu'on fait, mais aussi la forme. Et un achat d'espace de plus en plus difficile à maîtriser. À une certaine époque, quand on créait une société, il fallait communiquer, il fallait acheter des encarts dans les journaux, il fallait acheter des spots radio, il fallait acheter des affiches, finalement acheter de l'espace. Et aujourd'hui, cet espace-là, c'est de plus en plus très changeant. Alors, on peut acheter de l'AdWords, on peut acheter du display, on peut acheter du Facebook Ads, on peut acheter tout un tas de choses. Mais finalement, on peut aussi beaucoup produire de messages et les diffuser gratuitement. Et ça, c'est aussi un accès au marché qui est beaucoup plus facilité par le digital. N'importe qui demain peut créer une audience avec un contenu de qualité si ce contenu-là arrive à s'imposer dans la masse des contenus qui sont proposés aujourd'hui. Startup innovante. Alors ça, c'est un autre mot-clé de cette journée-là. Quand on est dans une startup innovante, l'innovation, c'est quoi? L'innovation, c'est pas refaire ce que tout le monde a déjà fait. Donc on est obligé d'aller tester des choses et fatalement, à tester des nouvelles choses, on fait des erreurs. D'où cette approche test and learn, qui est assez voisine aussi de ce que représente l'inbound marketing. Quand on produit du contenu, il va peut-être pas intéresser, on peut pas trop le savoir à l'avance. Quand on va faire une campagne de référencement, est-ce qu'elle va être efficace? Là, on a certains indicateurs. Le post Facebook, est-ce qu'il va marcher? Est-ce qu'il va pas marcher? Voilà, finalement, autant dans votre capacité à créer de nouveaux produits, à créer de nouveaux services ou à communiquer, finalement, vous allez être dans une approche test and learn, puisqu'on ne va pas appuyer sur un bouton pour dépenser 100 000 € d'achat d'espace.
On va plutôt être, voilà, moi j'ai 2 stagiaires, ils font ça, et puis est-ce que ça va marcher? Si ça marche pas, demain on fera autre chose. Et c'est vraiment aussi dans cette mouvance-là que s'inscrit l'inbound marketing, ce qui en fait un outil de choix pour les startups. Hein. On n'est pas dans de l'investissement avec beaucoup d'inertie, on est dans quelque chose de très flexible et qui est assez peu engageant. Les barrières à l'entrée sont faibles, on en a parlé tout à l'heure. On peut aujourd'hui lancer une entreprise avec quelques milliers d'euros dans le web, ce qui est quand même aujourd'hui une vraie opportunité pour tout le monde de se lancer. Et vous êtes des exemples pour certains d'entre vous de cette tendance-là. L'environnement d'une start-up, sauf si elle a levé des fonds massivement et en général assez précaires, hein, c'est qu'il faut faire des choses avec un budget raisonné et pouvoir en même temps créer son service, créer son produit et en même temps le commercialiser ou le faire connaître. Et là, l'inbound marketing a aussi un intérêt à vous apporter dans cette thématique-là. Et vous avez des produits, hein, pour certains, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont originaux, qui sont innovants, qui sont différents de ce que peuvent faire vos concurrents. Ça va aussi impliquer de pouvoir les accompagner à travers un processus d'éducation. Comment j'amène quelqu'un à échanger ses vêtements, comment je lui amène à utiliser le covoiturage. Tout ça, c'est des nouvelles manières de consommer sur lesquelles on doit accompagner les gens, pas seulement en leur disant achète mon produit, mais aussi change la manière de vivre que tu as pour aller plus vers ce que moi je suis capable de te proposer aujourd'hui. Et puis la croissance, alors ça c'est une grosse thématique aussi, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors là ça va être très variable en fonction de qui vous êtes. Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on parle de base utilisateur? Est-ce qu'on parle de trafic? Il y a des gens aujourd'hui, leur KPI c'est le trafic. Hein. Moi je veux avoir 1 million de visites sur mon site et vendre de l'espace. C'est une problématique comme une autre. Donc les modèles, eux aussi, sont en plein bouleversement. Aujourd'hui, la notion de valeur est complètement bouleversée. On n'est plus en train de vendre des produits avec un prix unitaire, une marge X fois 1 million. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui créent des sociétés exclusivement pour être rachetés par d'autres. Donc c'est complètement en plein bouleversement également. Et on va avoir des notions qui émergent comme le gros hacking par exemple. C'est comment je vais être capable, c'est quelque chose qui vous parle, vous avez déjà entendu parler de ce mot-là? Ouais. C'est des notions, c'est des gros mots hein, pour dire des choses simples. C'est-à-dire comment finalement je vais générer de la croissance de manière assez maligne, assez futée, avec un hack. Pirate de la croissance, détournement de croissance. Comment je vais pouvoir faire de la croissance sans finalement avoir des actions énormes. Il y a parfois des toutes petites actions qui permettent d'avoir des résultats énormes. Il y a des exemples très connus aujourd'hui, comme le cas de Airbnb par exemple, qui avait beaucoup de mal à grossir au début, et à partir du moment où ils ont mis des photos professionnelles des appartements qu'ils essayaient de louer, ils ont explosé. Parce que tout le monde, en fait, les photos étaient prises par les gens, n'étaient pas forcément de bonne qualité, avec les bons éclairages et avec la bonne lumière. Ce qui faisait que voilà, les appartements étaient moins beaux que ce qu'on pouvait croire. Et donc, cette petite chose-là qu'ils ont mis en place, qui avait un coût certain, mais qui finalement était difficile à identifier, aura permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on a tout un tas de techniques aujourd'hui très simples qui permettent d'améliorer la croissance d'une entreprise, avec la viralité, avec le parrainage, avec tout un tas de petits outils très simples en soi, mais qui ont des résultats énormes pour un effort maîtrisé. Et la méthodologie inbound marketing là-dedans, il y a forte chance aujourd'hui, si vous avez une entreprise, une start-up, que vous fassiez de l'inbound marketing. Parce que c'est pas l'inbound marketing, déjà, est-ce que vous êtes venu en sachant ce que c'est, ou vous êtes venu en vous disant que vous alliez apprendre ce que c'était, vous êtes dit je veux partir de là et améliorer mon inbound marketing. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce terme-là? La curiosité. Il y a d'autres. Gérard, ça commence par là. Hein. Il y a d'autres feedbacks particuliers? Vas-y, hein. Ok.
Allons-y. Alors, l'inbound marketing, aujourd'hui, vous le faites tous parce que vous avez un site internet. Et un site internet, vous l'avez créé à la base, pas seulement pour l'avoir. Vous êtes sûrement dit, ce serait bien que si quelqu'un vient dessus, il m'appelle ou il me téléphone ou il m'envoie un mail. Et puis, tant qu'à faire, quitte à ce qu'il m'envoie un mail, j'aimerais bien qu'il y ait pas mal de monde qui vienne sur ce site-là. Donc, vous vous êtes dit, je vais faire un site, ce serait bien qu'il soit visité et ce serait bien qu'on me contacte via ce site-là. Et à partir du moment où vous avez fait ça, vous faites déjà de l'inbound marketing, puisque l'inbound marketing, c'est jamais que mettre un site internet au service du développement de votre activité, de votre produit, de votre service, de votre croissance. Donc l'inbound marketing, c'est pas un mot savant, hein. Ça veut dire le marketing entrant. Comment je vais être capable de générer de l'audience et de convertir cette audience-là en utilisateurs, en fidèles, en ambassadeurs, en clients, en fonction des objectifs que je me suis fixés. Les outils qui sont là, certains que vous connaissez peut-être, hein, il y a le marketing de contenu, il y a le SEO, c'est le référencement naturel, l'achat de mots-clés sur Google, des solutions de marketing automation, Marketo, il y a HubSpot, mais il y en a pas mal d'autres. Les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose aussi que dans l'univers des startups, on utilise souvent, mais finalement sans trop maîtriser le retour sur investissement. Il faut y être, Facebook on y est, finalement on ne sait pas trop ce que ça apporte, ça c'est assez courant comme schéma. Et l'email marketing, voilà, comment je vais, est-ce que je vais acheter une base, adresser des emails à mes cibles pour les faire venir sur mon site, pour leur faire connaître mon service. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. L'inbound marketing a tendance à apporter plus de valeur au message, et se dire comment je peux finalement intéresser les gens, les éduquer, les convaincre, les convertir, plutôt que d'aller vers eux avec un message du type achète mon produit, achète mon service. On est un peu dans le sens inverse, hein. Ça ne veut pas dire que l'un remplace l'autre. Ce qu'on essaie de faire, c'est de les rendre complémentaires et se dire autant je vais aller vers les gens en disant achète ce que je fais, que je vais faire en sorte que quand ils viennent chez moi, ils se sentent compris, convaincus, que les messages que je vais lui adresser l'amènent à souscrire à mon service ou à mon produit. Donc tous ces outils-là, vous les connaissez, vous en utilisez sûrement une certaine partie. L'inbound marketing les organise dans un processus qui est un peu plus structuré. On va aller ce schéma-là est un schéma d'HubSpot, mais il est assez facile à comprendre. On va attirer, convertir. Donc attirer, convertir. Alors convertir, on peut convertir à partir du moment où on récupère une adresse mail, c'est une forme de conversion. À partir du moment où on a une réservation, ça peut être une forme de conversion. Il y a le closing, après, c'est là au moment où on va vraiment vendre. Et le delight, alors là, c'est une fois qu'on a vendu et qu'on arrive encore à faire quelque chose avec nos utilisateurs. On vous enverra les slides si vous les voulez. Hein. Comme ça vous pourrez les avoir. Et vous retrouvez là-dessus, je ne sais pas si c'est peut-être un peu petit, vous n'arrivez peut-être pas très bien à lire. Il y a plusieurs outils là-dedans qu'on connaît bien. Il y a le référencement naturel, les call to action, les emails. Toutes ces choses que vous faites déjà, on les organise seulement vraiment dans un processus très organisé, où on va attirer, convertir, close. Alors c'est pas très facile à traduire en français, c'est la conclusion de la vente, la conclusion du processus d'achat. Et là on va retrouver des terminologies comme référencement naturel, blog, social media, l'utilisation des sites, donc des plateformes digitales. Et le blog dans l'inbound marketing a une place tout à fait particulière, hein, puisque l'inbound marketing, faire venir à soi, ça implique de créer du contenu. Donc ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos, ça peut être des photos, ça peut être tout un tas de choses, des témoignages clients. Donc tous ces contenus-là, et notamment dans le tourisme, on va être beaucoup dans l'image, hein, beaucoup dans l'émotionnel. Faut que mes vidéos soient belles, faut que mes photos soient belles. Tous ces contenus-là, il va falloir les organiser quelque part. Alors on peut de temps en temps en diffuser sur les réseaux sociaux, on peut en mettre quelques-uns sur son site, mais à un moment, pour pouvoir alimenter régulièrement la machine en contenu, et elle devient de plus en plus gourmande en contenu, puisque de plus en plus de startups, donc de plus en plus de gens qui veulent avoir de la visibilité, donc de plus en plus de gens qui font du contenu. Il y a un peu cette boulimie de contenu aujourd'hui sur le digital. Voilà, si je veux une page Facebook qui est vivante et qui est belle, je ne peux pas publier une photo tous les 3 mois. Je suis obligé d'avoir une certaine régularité, une certaine constance. Donc il y a aujourd'hui besoin d'avoir du contenu régulièrement. Et le blog, alors
le terme n'est pas toujours très bien compris. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire ah, moi c'est un blogspot ou un skyblog, etc. On n'est pas dans ces registres-là. Le blog étant simplement finalement une rubrique actu ou une rubrique dynamique d'un site qui est par définition habituellement plus statique. Le blog va permettre de dire j'ai une prise de position une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, tous les jours, plusieurs fois par jour sur mon site, avec du coup des contenus que je peux pousser sur les réseaux sociaux, avec du coup des contenus que je peux envoyer par mail à mes cibles ou à mon panel, pour les attirer à moi, pour les convaincre, pour les rassurer. Et on a différents types de contenus. On peut avoir un contenu qui va permettre d'éduquer, un contenu qui va permettre de rassurer, un contenu qui va permettre de convaincre, un contenu qui va permettre tout simplement d'améliorer votre référencement naturel sur une niche de marché. Et le fait de pouvoir aborder de nombreuses thématiques sous différents angles, parce que forcément quand on écrit 100 articles par an, on aborde à la fin de l'année 100 thématiques. 100 thématiques, ça veut dire qu'on a peut-être touché une vingtaine de cibles 5 fois dans l'année. Ce qui est beaucoup plus difficile quand on blogue très peu. On blogue très peu, on va rester souvent très, très général, très mainstream, et on va être sur des terminologies, mots-clés qui sont très, 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 très générales, avec 5 articles sur quelque chose de très concurrentiel. Et finalement, ce qu'on fait, ça n'apporte pas grand-chose. On reste assez invisible par rapport à des gros qui vont bloguer ou qui vont faire des vraies campagnes traditionnelles de référencement pour avoir de la visibilité. Donc vous, start-up, le blog est un véritable outil de développement parce qu'on va être capable de bloguer avec les ressources qu'on a, avec le stagiaire, avec le temps qu'on a à notre disposition, parler de notre métier sur des secteurs de niche et du coup gagner de la visibilité très sectorielle. Et puis si on va plus loin, on a cette audience, on a notre blog, il est vu. Comment je vais faire en sorte que je passe d'un lecteur qui a bien aimé à quelqu'un qui va acheter mon produit, qui va acheter mon service. Et là, on rentre dans des logiques qui sont, par exemple, le formulaire ou le call to action. Call to action, c'est un mot qui vous parle. C'est pas très compliqué, hein, c'est finalement de se dire, au lieu d'avoir un petit lien bleu souligné, parce que je vais mettre une petite image avec teste mon service et souscrit à mon offre d'essai, quelque chose un peu comme ça, quelque chose d'assez engageant. Qui va faire en sorte que sur 1000 personnes qui ont vu mon blog parce qu'il était intéressant, parce qu'il était bien référencé, parce qu'il était bien poussé sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être en avoir 10, 100, 150 qui vont s'abonner, qui vont vous donner votre mail, qui vont vous donner leur mail, qui vont acheter votre produit, acheter votre service, le recommander à leurs amis. Et donc ça, c'est le niveau de conversion qui vous intéresse aujourd'hui. Et donc si on va un petit peu plus loin, l'objectif étant simplement d'attirer un maximum de personnes et de le convertir. Et derrière, toute l'ingénierie qu'on peut mettre, c'est qu'on peut aller dans une vraie personnalisation avec des messages automatiques en mail spécifique, avec des offres à télécharger, avec tout un tas de nouveaux outils qui sont directement personnalisés. On rentre dans un vrai marketing one-to-one. Quand on a 1000 personnes, on peut avoir 20 messages différents adressés à ces 1000 personnes. Et pourquoi ça s'adapte bien à vous ? Parce que vous avez une nouvelle génération de clients, ils ont besoin de nouveautés, et vous êtes aussi cette nouveauté-là avec vos projets innovants. Comment je vais leur apporter ces nouveaux messages-là? Et l'inbound marketing, par le fait qu'on le centre au niveau du contenu, vous permet d'avoir finalement ce carburant pour donner vie à votre projet. Vous avez souvent des contraintes financières fortes, donc vous ne pouvez pas, par définition, acheter 50 000 € d'espace par an. Parfois des choses qui ne sont pas accessibles pour vous. Vous avez un besoin d'éduquer vos cibles, j'ai un nouveau service, un nouveau produit. Vous avez aussi besoin de feedback, parce que quand on crée un nouveau produit, un nouveau service, il y a peut-être des choses qu'on peut affiner, des choses qu'on peut améliorer, et le fait d'écrire régulièrement sur vos sujets, ça permet de temps en temps d'avoir un commentaire, ou d'avoir finalement les étapes intermédiaires pour valider ou non vos idées. Et ça, c'est aussi un élément qui est précieux dans l'inbound marketing, se dire je vais avoir des feedbacks sur ce que je fais. Il y a une perte d'efficacité des médias traditionnels et souvent dans votre quotidien, on a un besoin de faire et de vendre en même temps. Et l'inbound marketing, c'est aussi ça, c'est finalement quand mon service c'est d'avoir des abonnés, c'est d'avoir des utilisateurs, quand je fais ma propre com, finalement je travaille.
Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et vous avez de la flexibilité, ce qui n'est pas forcément le cas des grandes entreprises aujourd'hui. C'est que vous avez la possibilité de... Vous n'avez pas une charte graphique très contraignante, vous n'avez pas des boucles de validation trop complexes. Vous pouvez mettre en place du contenu, vous pouvez avoir une liberté de parler sur les réseaux sociaux, d'avoir du contenu très régulièrement, ce qui n'est pas forcément le cas des grandes entreprises. Les grandes entreprises, souvent, elles ne doivent pas être validées par le directeur corporate de la communication qui doit avoir 2 mois de visibilité sur certaines choses. Ça leur donne finalement une certaine inertie qui les paralyse dans un environnement qui est par définition très dynamique. Twitter, il faut aller vite. Facebook, il faut aller vite. J'ai besoin d'avoir une photo dynamique de mon équipe sur Facebook. En startup, c'est très facile à faire. Vous prenez votre iPhone, elle est en ligne, vous êtes sur un congrès, vous faites pareil. Dans les grandes entreprises, ce n'est pas forcément ce type d'environnement-là qu'on a. Et on n'a du coup pas cette dynamique et ce visage-là, qui est pourtant aujourd'hui très apprécié et très recherché par vos clients et par vos utilisateurs. Si on résume, l'inbound marketing, donc on en revient à ça, c'est attirer et convertir. Et ça marche quand même toujours à peu près. Si vous arrivez à faire ces 2 étapes-là, c'est que vous êtes plutôt bien parti. Donc c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de faire venir un maximum de personnes et d'en faire ce que vous voulez. Et aujourd'hui, vous devez partir de quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est le trafic de votre site, c'est Google Analytics. Alors c'est sûrement ce que vous utilisez aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui se passe sur mon site. Et vous vous dites, j'augmente mes visites, j'ai tant et tant de visiteurs par mois. Et donc le week-end, j'en ai moins, au week-end, j'en ai plus. Souvent dans le tourisme, c'est plutôt sur ce chemin-là. Et avant de se dire, je veux 20 000 visites, pensez aussi à la conversion. Parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est de se dire, mon service, il est beaucoup plus connu maintenant parce que j'avais 1000 visites par jour et maintenant j'en ai 1500 ou j'en ai 2000. Mais finalement, si vous ne mettez pas de relais de conversion derrière, vous n'allez pas aller très loin. Et c'est plus facile aujourd'hui de convertir 2 fois plus que de doubler votre trafic. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. C'est plus facile de mettre en place des call to action, une offre intermédiaire, des relais de téléchargement, une offre d'essai, des éléments en fait intermédiaires qui vont permettre aux gens de se familiariser avec votre produit, plutôt que de doubler votre trafic. Bon, sauf si vous avez une visite ou 2. Mais donc pensez à la conversion, parce que c'est quelque chose d'assez critique. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent. Alors, ça, c'est un dashboard de HubSpot, mais vous prenez un Marketo, ça va ressembler à ça. C'est un client, Julie, tu veux le présenter? C'est un client à toi. Oui, tu veux en parler? Oui, donc, we're tourism startups global, so I'll speak in English. Ça va? C'est okay? Okay. So you can see on this with working with a client, blue is direct traffic and orange is email marketing. The dark orange is paid search. So you can see over time this transition. This client started with putting a lot of money into Google Ads to drive traffic. But as Christian said, if you drive that traffic to a traditional website, which they had, there was no conversion after that point. And after a year, they were in trouble. And so they decided that they would look at inbound marketing, which they had heard was a way to convert and to grow long-term customers. The secret to that is, the key to that is that you have to have a value. When we come to clients often, the best situation is there's a value and it's not surfaced. It's not visible. And so we look for that value. With a tour guide agency that was doing traditional, they had tour guides who had fantastic stories. There were people who would take these trips, and these were in the Middle East, and they would come back and they would talk about how the tour guide had taken care of all the problems. The tour guide had taken them to places they would have never found on their own. So those are the things you have to look for. You have to look for the value in what you're offering. And as Christian said, it's much easier for you. You don't have a lot of structure that you have to fight against. You don't have people in place who are often difficult to convince. Sometimes it's just you have to convince. So over time what happened was we were able, through producing a good and a large enough amount of content,
to be able to reduce that paid ad and yet increase the traffic at the same time. Something I also learned from Christian is that you have to remember it's a long-term game. So if you have a value, and if you think about how to surface that value, connect it with your consumers, because a lot of time in tourism, it's something that I learned that I like. It's called customer-driven growth. So with Airbnb, perfect example. The demand of the customers was for somewhere to sleep. I don't know if you know, you probably all know the story of Airbnb, but in the beginning in San Francisco, these were a couple of people with an apartment that was expensive, and they were in the web industry, and there were events that would attract people to San Francisco. So to help pay their rent, they rented out their floor with an air mattress, so a blow-up bed, and that was how they helped pay their rent. And they figured out that this connecting between people who had a need of a place to stay when the city was full because of a conference, and people who had a place to put them, and they put that together. Now that's a way that you can grow a startup. They put in money into publicity once they figured this model out, but as Christian said, a lot of it had to do with the value and surfacing the value. So when they figured out that if they put professional pictures of these places that people can get to, that vision in your mind when you go to Airbnb now, and when you see all the ads in the metro right now, they create for you a vision of what they can provide for you, and it's very, very powerful. It's also a part of inbound. One thing I think what's been brought up here is these are all traditional pieces, blogs, social media, but when you put them together with data about them, and you look at them in a method that's called inbound marketing, then you get then that's how you get these results. So you focus all of these non-traditional methods together on producing results based on the value that you're able to surface. That's what I would say to take away from how this success story happened. Merci Julie. Il y a un autre élément aussi par rapport à ça, c'est que ce qu'on arrive à faire, on n'est pas dans des schémas où tous les mois on va augmenter et tous les mois on va convertir plus. C'est jamais parfait. Et ce client-là, il est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il supprime l'AdWords, hein, c'est le rouge. Donc ils vont vers un schéma un peu plus vertueux, ils vont le remplacer par du jaune et du vert. Et c'est du trafic référal et c'est du trafic SEO, donc du trafic Google natif. Par contre, entre-temps, ils ont eu un problème, ils ont supprimé le social media qui est le turquoise. Oui. Donc, et finalement, ils ont résolu un problème, mais ils ont fait aussi une autre erreur, c'est qu'ils ont perdu un relais qu'ils avaient réussi à mettre en place. Donc rien n'est parfait, mais quand on sait ce qu'on fait, c'est plus facile de l'améliorer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et aujourd'hui, quand vous avez du Google Analytics, c'est difficile. Parce que voilà, on mesure, j'ai 1000 visites, puis j'ai 1500 visites, puis alors j'ai 50% de plus de trafic, mais si ça se trouve, mon trafic il est 2 fois moins qualitatif qu'avant. Et ça, on a du mal à le savoir en dehors du fait qu'on va regarder d'un côté finalement mon trafic en macro, et de l'autre côté, on regarde j'ai tant et tant de mails, tant et tant de coups de téléphone. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est lesquels qui rappellent? C'est ceux de Facebook? C'est mon post Facebook qui était vachement bien? Ou est-ce que c'est ma stratégie SEO qui cartonne? Ce type d'outils-là, en fait, permettent de rentrer dans une logique d'industrialisation. On fait toujours la même chose, hein. On fait de la conversion et on fait du trafic. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on l'industrialise. On va se dire, moi j'ai une vraie stratégie où chaque mois, j'ai envie d'améliorer ces métriques-là. Je vais avoir plus de trafic sur ça. J'aimerais améliorer mon classement sur ces mots-clés. Je pense qu'en social media, je ne suis pas assez bon. Il faudrait que j'arrive à générer plus de trafic, etc., etc. Et on a du coup plein de petits projets. On n'est pas je veux avoir un meilleur site. On va pouvoir segmenter finalement la mission d'inbound marketing, la mission d'attraction et de conversion de trafic. Et comment on y arrive? La première étape, c'est de bien connaître à qui vous parlez. Et ça, c'est assez difficile.
Alors souvent les gens quand on les approche en tant qu'agence et on dit bah vous voulez faire l'inbound marketing, alors ouais, et vous faites du contenu, ouais. Et c'est qui vos clients? Ah ben on les connaît, hein, c'est un tel, un tel, un tel. Et souvent on se rend compte que le contenu qui est produit ou la stratégie de mots-clés qui est utilisée, c'est finalement la stratégie que eux pensent que leurs clients utilisent. C'est pas forcément ce qu'ils font au quotidien. C'est pas leurs mots-clés, c'est pas leur langage, c'est pas leur vraie problématique du moment. C'est des mots-clés très généraux et souvent ciblés sur le service qu'ils ont. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça sert à quelque chose de se positionner, par exemple, sur crowdfunding ou en longue traîne sur quelque chose de très spécifique. C'est pas quelque chose qui est cherché par vos utilisateurs. Ils vont plutôt être dans investir, défiscaliser tel et tel type de montant, tel et tel type de problématique. C'est toujours de se mettre dans la position de votre client aujourd'hui et de faire cet exercice-là en permanence pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'ils ont comme problématique, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif, quelles sont les tendances de marché, qu'est-ce qu'ils ont comme affect et comment moi je vais l'adresser avec des messages, avec du contenu et sur quels canaux. Et c'est un exercice que vous devez réussir à faire en permanence. Autant pour vos produits finalement qui sont des produits assez complexes et assez nouveaux que pour les faire connaître. Et rappelez-vous ça aussi, on ne convertit pas, c'est pas binaire. On n'a pas quelqu'un qui vient et il devient client et c'est 0 ou 1. Il y a tout un tas d'étapes intermédiaires. Il y a un moment, je suis convaincu, mais pas encore assez pour acheter, ou pas encore assez pour m'abonner, ou pas encore assez pour souscrire. Et c'est ça aussi vos visiteurs. Aujourd'hui, vous avez 1000 visites et vous avez 10 inscrits. Et les 990 autres, finalement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand même dommage de dire, ils nous ont vus, ils ont vu notre logo, ils ont lu notre texte et puis ils sont repartis. Alors, est-ce qu'il n'y en a que 10 qui nous aiment et 990 qui ne nous aiment pas? C'est possible, mais ce serait quand même triste. Ce qui est plus probable, c'est que les 990 ne sont pas prêts, ou ils ne sont pas encore convaincus, ou ils ne sont pas encore assez assurés. Et là, il y a des étapes intermédiaires à mettre en place pour vous dire, je vais pas lui vendre quelque chose à ces 990, mais je vais peut-être mettre une étape intermédiaire, leur faire voir une vidéo, leur faire essayer le service en gratuit pendant 15 jours, etc., ou en payant. C'est là où il faut un peu réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on est susceptible de pouvoir laisser et qu'est-ce qu'on peut proposer pour se dire que ces 990, je vais essayer d'en gratter 10% ou 15%. Et du coup, j'ai plus de 990 inconnus, j'en ai plus que 800, et ainsi de suite. Et sur les 800 qui restent, ceux-là, ils sont encore plus sceptiques ou encore moins convaincus. Et là, je peux leur faire un tout petit truc, je peux leur faire liker la page Facebook, peut-être, ce serait déjà pas mal. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir se dire, je construis un vrai funnel, je construis un vrai entonnoir, finalement, de conversion, où j'ai pas mes inconnus et mes clients, j'ai mes inconnus de niveau 1, mes inconnus de niveau 2 et mes inconnus de niveau 3. Et du coup, je connais finalement un peu la dynamique de mon trafic. Je sais que, vu que j'en ai pas mal qui sont pas loin de convertir, j'ai une idée probable de ce que ça va donner mon mois prochain en termes de web. C'est pas l'inconnu complet de dire, j'attends, j'ai 10 conversions ce mois-ci, j'espère que j'en ai 12 le mois prochain. Si vous savez combien vous avez de clients qui sont arrivés aux étapes intermédiaires, c'est plus facile à prévoir. Donc on construit en fait dans le temps un schéma assez dynamique de funnel commercial et d'entonnoir commercial. Et du coup, on en revient à la notion qu'on a touchée tout à l'heure. C'est l'industrialisation de ce processus de conversion et de génération de trafic. Et voilà, prévoir un budget pour faire ces choses-là. Aujourd'hui, en start-up, l'inbound marketing, c'est quelque chose qu'on peut faire avec ses bras, très souvent, et dans vos thématiques aussi. Écrire des articles de blog, faire tourner les réseaux sociaux, travailler sur du référencement. C'est quelque chose qui est aujourd'hui à la portée des startups. Moi, quand j'ai créé mon agence à l'époque, j'ai travaillé uniquement comme ça pour la faire connaître. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire sans ressources, puisqu'il n'y a pas trop d'achat d'espace, il n'y a pas vraiment spécialement de budget incroyable à déployer. Et on peut même travailler sans les gros logiciels qu'on vous a montré tout à l'heure. On commence avec du Google Analytics, et puis on intègre une petite brique mailing, et puis on intègre une autre brique, et puis le jour où on a 5000 visites et qu'on a besoin de plus de visibilité, de rentrer dans quelque chose qui est plus structuré, là, on peut penser à Marketo, on peut penser à HubSpot, on peut penser à Eloqua.
et passer à la seconde. Donc on est en processus permanence en amélioration. Parce que vous n'allez pas arriver du mon inbound est nul à mon inbound est parfait. Ça va être quelque chose d'assez itératif. Et j'ai une dernière slide, et puis après on va échanger ensemble, j'espère. Vous n'êtes pas des banques, parce qu'on se rend compte souvent, quand on a des startups qui viennent nous voir, elles veulent être très sérieuses. Et super, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux hein, quand on est une startup, mais elles veulent avoir une image très aseptisée et elles veulent avoir l'air très gros. Alors elles vont prendre des images e-stock avec une équipe de 30 personnes, on sait que c'est pas eux, mais ils le font quand même. Et c'est qu'ils sont très aseptisés en fait, parce qu'ils vont essayer de se comparer à des très gros et ils vont dire on est Airbnb, on est pareil, alors ils vont faire le même genre de communication. Sauf que finalement, vous êtes ce que vous êtes et les gens aujourd'hui sont prêts à acheter ça. Donc l'inbound marketing va vous permettre de montrer qui vous êtes. Montrer les photos de vos équipes, montrer vos articles de blog, faites-vous connaître, partagez vos idées. Et si elles ne sont pas bonnes, et si elles ne plaisent pas, c'est que derrière, en général, ça ne marchera pas. Donc mieux vaut tester vos vraies idées plutôt que de prendre celles des gros. Et l'inbound marketing vous permet de faire ça. Ça permet de partager des idées sans dépenser des budgets de communication incroyables et de pouvoir les améliorer en temps réel. Comme on va améliorer finalement un produit, on lance un produit bêta et on fait 3-4 vagues d'amélioration. Bah, votre inbound, ça va être pareil. Vous allez tester une ligne, elle ne plaît pas, vous allez vous en rendre compte et puis vous allez trouver votre positionnement de marque et vous allez pouvoir réussir à voilà, faire passer votre culture dans votre com. Et voilà, j'ai terminé ma petite mise en situation. Alors, je ne sais pas si vous avez du coup des questions. Ou, allez-y. Non, mais ça va, on devrait. Je vois tout bon. Dans votre démonstration, le point de départ, c'est le contenu. Quand on est une start-up, on a beaucoup d'histoires à raconter. Donc il y a un biais qui est utilisé qui est le newsjacking. Est-ce qu'à votre avis, créer du contenu sur la base de newsjacking, c'est intelligent ou finalement tout le monde fait ça et... Alors newsjacking, vous parlez par exemple le Super Bowl, je fais quelque chose un événement qui... Il se passe toujours quelque chose, oui. Là par contre c'est sûr, il se passe quelque chose dans mon écosystème tout le temps. Donc je peux relayer de l'article, éventuellement je mets un petit peu 2-3 commentaires, mais donc c'est pas de la création de contenu, c'est du relais de contenu. C'est dangereux. Alors aujourd'hui, l'objectif de l'inbound marketing, c'est de générer du trafic. Aujourd'hui, il n'y a pas que vous dans votre secteur d'activité qui avez quelque chose à dire. Il y a aussi plein d'autres acteurs, il y a vos concurrents, il y a un certain nombre de périphériques. Et du coup, c'est là où en fait il y a une petite gymnastique à avoir. On a toujours des choses à dire en fait. Alors, ce ne sera peut-être pas tous les jours et ce ne sera pas forcément sur le même format. Mais quand on est dans un nouveau marché, vous êtes dans un produit innovant aujourd'hui. Vous avez besoin d'éduquer vos cibles. Vous n'avez pas forcément beaucoup de choses à dire sur vous parce que vous n'avez pas une grande équipe et quelque chose mais finalement, votre équipe, que vous soyez 10 ou que vous soyez 100, c'est pas ça qui va intéresser vos clients. Ce qui va intéresser vos clients, c'est de se dire finalement comment moi, ce service-là va pouvoir m'aider. Quelle culture je vais retrouver dans cette société-là, quels projets ils ont fait. Mais finalement, cette vraie actualité qui vous concerne vous, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, d'autant plus que vous êtes nouveau. Donc pour l'instant, on vous connaît pas, mais on a bien envie de savoir ce que vous avez à dire. Et votre vraie valeur aujourd'hui, c'est comment vous vous inscrivez dans cette dynamique-là. Et comment vous pouvez faire en sorte de passer des messages qui vont vous permettre d'être trouvé par vos cibles. Et si vous avez des cibles, vous avez des choses à dire. Quel que soit votre secteur. Aujourd'hui, nous, on travaille dans le funéraire. C'est pas très glamour, hein, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Il y a le chêne, puis on arrive assez vite au bout en termes de produits. Mais après, voilà, il y a tout un tas il y a l'accompagnement des familles, il y a tout plein de thématiques connexes en fait autour de thématiques qui sont typiquement du produit, mais il y a tout un tas de choses autour qui vont drainer cette population cible. Et c'est comment moi je crée cet environnement-là de messages qui va m'inscrire comme étant un expert ou un acteur de ce secteur
et faire en sorte que mes cibles vont graviter autour de moi. Et la vraie logique de l'inbound, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire du newsjacking, mais on ne va pas faire que du newsjacking. Aujourd'hui, vous prenez une boîte comme Sixt. Sixt en font pas mal. Vous regardez, recevez des newsletters, c'est toujours un peu dans la vanne. L'élection présidentielle, le machin, le truc. Ils sont beaucoup là-dedans. Mais ils ont aussi beaucoup d'autres relais de communication. Ils achètent beaucoup d'espace. Vous, demain, faire de la curation, faire du newsjacking, je ne connais pas votre société et finalement, c'est même mieux. Vous pouvez le faire et c'est sûrement très bien de le faire. Mais pensez à créer ce média et à créer ce contenu mainstream qui va vous différencier, va vous permettre de vous positionner auprès de vos cibles. Alors ce ne sera pas parler de votre équipe, pas parler de votre boîte, pas parler de vos produits, mais parler de ce qui intéresse tout cet écosystème de prospects ou de cibles que vous avez aujourd'hui. Moi je dirais ça. Qu'est-ce que tu dirais? Je peux ajouter quelque chose. Je pense que ça c'est une question for the place or context aujourd'hui. So if your newsjacking can be brilliant, I don't think it has anything in contradiction with an inbound marketing, but Christian's point is it says something about you. So to try and find the values of your products that you can surface and produce content around at the same time, because if you only have newsjacking to bring attention to you, there's a great newsjacking story I love. It was when President Obama went to Australia, and a little tiny insurance company delivered at the airport they gave him an insurance policy. If he was eaten by a crocodile while he was in Australia, Michelle Obama would have a big life insurance policy. And it was newsjacking at its best, in my opinion. But he had a small business. He had world recognition for that. If you were in his position and you weren't ready with your own value statement and you hadn't been producing your own content regularly about what services you do offer, it would have been rate. So I think the answer is you really need to focus on doing both at the same time. And doing the newsjacking that will surface your value. That's what he did. Because you can also do great newsjacking, but it does nothing for you other than maybe get an offer to be a newsjacker. Voilà. Perte de vitesse, à un moment on est dépassé, mais justement c'était pour vous interroger là-dessus, alors que dans l'exemple que vous donnez, mais je ne connais pas le client, le orange, c'est du lien extérieur. Alors, moi il me semble que quand on est jeune et que on a besoin de reconnaissance, le tiers de confiance, qui est souvent un média traditionnel, est absolument extrêmement important, parce que c'est ça qui fait le tri, car en gros tout le monde peut faire du contenu, tout le monde peut faire du SEO, Oui. mais la reconnaissance d'un tiers, Oui. c'est absolument majeur. Il me semble que c'est absolument majeur. Et dans l'exemple que I'll vous give donnez, it to you c'est in a bien sec. extérieur. Je voulais to you savoir in si a ces liens minute. extérieurs étaient des médias traditionnels ou est-ce que Oui. des choses d'amis. Um, Parce que finalement, si c'est juste avoir l'attention des médias traditionnels, on reste sur quelque chose de très traditionnel, ce qui n'est pas un jugement, mais à mon avis, on Oui. est bien dans ce cadre-là. On veut qu'on ait du contenu pour un moment être repéré par la presse et les médias traditionnels, et à ce moment-là, c'est un peu comme on apprenait il y a 20 ans dans les écoles de commerce, que vu à la télé c'est peut-être débile, n'empêche que ça marche super bien. Et est-ce qu'on n'est pas dans ce même schéma? That's quite a few questions in one. To do inbound is not to be opposed to doing traditional, but it's to look for the right blend. And I'll let Christian talk about that more. He's very good at that. But in terms of the inbound traffic, I'll just tell you a quick story. We were contacted by a world-renowned realtor for social media.
And they said there was a website that they noticed because suddenly they were getting like several thousand visitors a day from this website they had never heard of. It's a website called Messy Nessie Chic. Have you heard of it? Okay, this woman has taken over Paris and then a lot of major cities in the world. If she talks about you, you get a lot of traffic. So I think a part of my answer to your question too is that traditional media has been sort of taken apart, and there's a lot of media of the mass. So when these people who have risen up to have opinions and have a lot of influence talk about you, it's not the same as buying a commercial on TV, which can also serve you, but I think there are just more opportunities for that influence to come in. So for example, getting cited in a directory like that can send a lot of inbound traffic. And I would go after those. Je vais juste rebondir sur ça et puis je vous donne la parole. En fait, mon point dans cette présentation-là, c'est beaucoup, c'est peut-être la terminologie que j'utilise qui est trompeuse. Moi, je parle d'achat d'espace quand je veux dire ça. C'est deux choses différentes. Vous voyez, en gros, c'est la pub à 20 heures ou c'est l'achat à 4 000 € la page dans un magazine. Et ça, finalement, c'est des choses qui marchent de moins en moins bien. Acheter une fois 5 000 € de pub dans un magazine, vous allez voir les retours que vous allez avoir. Je pense qu'ils seront mitigés. Après, sauf si vous le faites toute l'année, au bout d'un moment, on a une certaine présence et une awareness. Mais en termes de conversion, c'est vrai que c'est difficile de mettre aujourd'hui l'achat d'espace au service d'une réussite commerciale. Après, voilà, c'est sûr que quand on a une vraie start-up et on est repris, on passe dans le 20 minutes, c'est des belles opportunités. C'est quelque chose effectivement qui va vous permettre d'accélérer. Et d'autant plus si derrière vous avez une vraie position de com qui fait qu'au moment où vous avez votre pic de trafic, eh bien, ils ont quelque chose à venir voir ou un moment où ils vont pouvoir être captés ou avoir de la rétention sur votre site. Ça arrive souvent, on a des startups qu'on accompagne. Alors, elles ont un beau foot paille au début, elles ont 4-5 reprises de presse et derrière, il n'y a pas de rétention parce que voilà, leur site n'est pas bon, on ne peut pas les contacter, il n'y a pas de newsletter, il n'y a pas de présence sociale. Et finalement, ça retombe très vite. Et l'inbound marketing, ça vous donne cette inertie aussi, d'avoir cette capacité à un moment capter aussi ce pic d'audience et se dire finalement j'ai utilisé le média tradi, ça m'a donné un boost et ce boost là j'ai capitalisé dessus pour maintenir les gens sur mon blog, pour maintenir les gens dans les faire s'inscrire à ma présence sociale, en faire des utilisateurs et tout était prêt et ça c'est pas mal quoi. C'est une question de part de marché, enfin après mon avis, c'est une question de part de marché. Aujourd'hui, ils ont une part de marché qui est énorme, et c'est que pour chercher les 10 derniers pourcents, les logiques sont plus les mêmes. Moi, je pense que je dirais ça. Visibility and a budget and a following that puts them still today, you're right, into a context where it makes sense for them to pay to be visible in all the metros. So I think in context, to block their competitors because there are a lot of small competitors growing and taking a part of the market. It's possible, yeah. So they have Et puis ils ont aussi de la concurrence de plus en plus sectorielle. Il y a des gens qui vont faire les appartements avec terrasse, puis les appartements avec machin, et puis les appartements avec... On a du coup les segmentations qui commencent à se faire, et pas mal de trucs comme ça. Mais ce que moi ça m'inspire, ce que vous me dites aussi, c'est que c'est là où peut-être que si ils ont fait une belle levée de fonds au départ, et s'ils en avaient fait une encore plus grosse, peut-être qu'ils auraient fait ça plus vite. Peut-être qu'ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils auraient peut-être moins réfléchi à leur cible, ils auraient peut-être moins réfléchi à leur message, ils auraient peut-être moins réfléchi à leur dynamique de croissance en se disant de toute façon on a un super produit, on arrose.
Et finalement, Donc, déjà, avec nous, maintenant. ça vous oblige vraiment à réfléchir à votre produit. Aujourd'hui, quand vous avez d'argent, vous pouvez pas mal le dépenser. C'est mathématique, hein. Mais ça vous oblige finalement à bien penser votre cible et pour vous dire que là où je vais mettre mes 1000 euros, il faut que ça marche. On met 10 000, on met 100 000. Mais, et derrière, quand je me serais loupé avec mes 100 000, j'aurais pas 1 million derrière pour recommencer. Donc mieux vaut mettre 100 fois 1000 euros et se dire, bah, tiens, mes 1000 euros là, ils ont bien marché, bah, je mets les 99 autres ici, quoi. Et l'inbound marketing vous permet de faire ça. C'est d'avoir cette démarche très dynamique, ce qui n'est pas le cas d'une campagne de presse. Alors est-ce que la campagne de presse est morte? Non, tous les deux, vous le remontrez que c'est quand même toujours des relais d'audience phénoménaux, ce qui justifie aussi le prix qui coûte. Mais c'est pas la réponse à tout, quoi. C'est que... Sorry? No, I don't think so. Alors, grande question. Quand on dit que l'inbound marketing, c'est générer du trafic et le convertir, il est valable pour toute personne qui a un ordinateur. L'inbound marketing, dans le sens vraiment puriste du terme, il est très B2B. Bon, en tout cas, il s'adresse à des produits structurés ou structurants. Parce que quand j'ai, par exemple, un site e-commerce, il fait quoi? Il fait du trafic et il le convertit. Ce qui fait de l'inbound marketing. On peut dire que oui, puisque finalement, il génère du trafic et il fait de la vente. Il met complètement sa présence digitale au service de son chiffre. Par contre, quand on va faire voilà, une plateforme, je sais pas, je prends une marque, par exemple, dans l'agroalimentaire, c'est pas évident de se dire, là, je vais faire l'inbound marketing et je suis Ben & Jerry's. Mes glaces, elles sont présentées, etc. Alors, je génère de l'awareness. Donc, je vais présenter mes glaces, je vais les mettre en situation, je vais faire des campagnes de trafic, des campagnes de référencement et ce que vous voulez. C'est pas vraiment de l'inbound marketing, ça, c'est du brand awareness. Mais après, on va faire du B2C, on peut avoir très bien des produits un peu plus engageants, type m'abonner à un service en ligne, acheter un coffret voyage, etc. Et là, il y a du coup un vrai processus de conversion et de génération de trafic. Et là, on est plus dans cette logique-là. Donc, c'est jamais qu'un mot, l'inbound marketing. Mais c'est vrai, hein, de générer du trafic et de le convertir. Moi, je trouve qu'il fait sens dans sa vraie définition quand il y a une vente qui est un peu complexe. Quand on est dans de l'achat émotionnel, pour moi, c'est pas vraiment de l'inbound marketing. Mais quand on va faire une vente complexe où il y a éventuellement des étapes intermédiaires d'essai, de téléchargement, d'études clients, d'avis consommateurs, quand on est dans quelque chose qui va nous engager un peu, on a des sites par exemple qu'on accompagne les mecs qui vendent la construction de maisons individuelles. C'est B2C. Enfin, c'est quand même un produit qu'on n'achète pas tous les jours. Il y a une vraie réflexion et ça s'assimile presque à du B2B. Demain, vous allez partir en vacances, vous allez aller faire du kitesurf au Brésil. Vous allez dépenser 3 000 euros pour faire ça. Et vous allez étudier les sites. Vous allez, par personne. C'est quelque chose qui impacte un peu la décision. On ne la prend pas en 2 minutes sur le coin d'une table comme on va choisir devant l'industrie. Est-ce que je prends un sneakers ou est-ce que je prends un Mars? Où là, la brand awareness a travaillé avant. Mais on est sur quelque chose qui est un peu structurant, où on va dire, ben voilà, je regarde sur TripAdvisor, c'est quoi qui est le mieux noté, puis je vais aller voir sur le site, celui-là il est bien fait, il est compatible mobile, je vais pouvoir le montrer, je peux voir la vidéo du cours, le mec a une bonne tête, ça m'a l'air safe, j'y vais. Parce que là, on est dans le marketing, bah ouais, ça y ressemble quand même un peu, parce qu'il y a ce facteur réassurance, facteur éducation, facteur séduction, où je m'abonne à la newsletter, où je le bookmark, et puis je verrai tout à l'heure. Mais la définition, elle n'est pas très nette. Il y a tout le panel, je trouve, moi, entre l'e-commerce et le brand awareness pur. Et là, il y a toutes les variables, elles sont entre les deux, quoi. Yeah, sure. I guess in my experience with doing travel sites marketing would be that the inbound methodology, because it is this overarching methodology and it was data driven since the beginning.
I find applying that methodology to B2C is helpful because it helps organize around the actual goal. So I hope that helps in a way answer the question. Because B2C and B2B both can benefit from inbound. My experience is that the B2C benefits because a lot of times the goals and the incentives are all over the place. And so when you take that data focus of inbound and make it an equation, or like Christian said, you take the fuel and you put it into a machine, then it's more effective. Delight. La fidélisation. Alors, moi je le résume très simple. Complètement d'accord avec toi. Et je vais répondre à votre question très simplement. En fait, moi, j'utilise attraction-conversion parce que moi, j'aime bien. Je trouve que c'est super simple à comprendre et ça résonne bien tant chez des clients que chez des collègues. Et je veux dire, c'est 2 KPI qu'on doit suivre et on garde cela. Quand vous me parlez de fidélisation, moi, je vais vous dire, c'est jamais que réattirer et reconvertir. On est toujours dans le même sujet et c'est ce que je vous dirais. Si vous me posiez cette question-là, fidéliser, c'est jamais que refaire revenir, c'est réattirer. Et convertir, revendre, c'est reconvertir. Et vu que quand on met en place cette logique-là, qu'on a une bonne segmentation et de se dire finalement, ma segmentation, c'est buyer persona 1, 2, 3, 4, 5, prospect avec tel niveau de maturité et client, avec tel type de panier et tel type d'environnement, est bien équipé quand même pour les suivre et les reconvertir. Donc on peut aller quand même pas mal plus loin, mais pour moi les termes attraction-conversion, ils vous suivent quand même plus ou moins pendant tout le processus, quoi. Regardez, aujourd'hui, quand vous allez chez Sarenza, vous achetez une paire de chaussures, c'est ça, ils font des chaussures en Sarenza. Je suis plus sûr, là. Ils font des chaussures, je pense que vous allez recevoir un paquet de mails derrière pour vous dire promo, solde, Noël, fête des mères, etc., anniversaire. C'est jamais que des outils de réattraction de trafic.
Après, vous allez avoir des outils de retargeting, enfin, vous allez avoir tout un tas d'arsenal de machins pour vous faire revenir. Mais faire revenir, c'est plus facile quand on vous connaît, qu'on a votre mail, qu'on sait ce que vous avez acheté, quand on vous a vraiment, vraiment déjà convaincu une fois, plus de chances de vous reconvaincre. Sauf si c'est pour acheter une maison individuelle, auquel cas, en général, la fidélisation n'est pas évidente. Mais Amazon. Hmm. Oui, mais ça dépend effectivement aussi du produit. Une maison, ça prend 40 ans, donc Voilà, mais effectivement, après, c'est là aussi où les messages que vous allez apporter vont vous aider. Parce que si à un moment, vous avez un produit X qui est intéressant pour vos clients, et si ce produit n'a pas d'âme et finalement il peut être remplacé demain par une alternative W, votre fidélisation elle va être beaucoup plus difficile. Mais si votre personne, vous l'avez bien convaincue avec des bons messages, bien progressifs, qu'elle est passée en ligne numéro 1, qu'on a fait sauter l'objection, on l'a passée en second niveau de lead et puis qu'on l'a convaincue en client, la fidélisation elle est déjà quand même bien engagée, quoi. Si c'est un produit qui implique une récurrence, puisqu'il y a un rapprochement à la marque qui est beaucoup plus naturel que j'ai cliqué sur l'AdWords ou j'ai vu la pub dans Facebook ou dans 20 minutes. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez. oui, non, mais enfin, si, tout à fait. C'est juste que pour moi, fidélisation, effectivement, c'est utiliser un moyen qui demande moins d'énergie pour amener quelqu'un. Donc oui, c'est sûr, quand c'est du mailing, etc., c'est plus simple, la personne a déjà votre liste. Plutôt que refaire ce processus de attirer, par exemple, via un blog, via les réseaux sociaux. C'est pas des processus qui sont linéaires, hein. C'est pas là je suis dans la conversion et là je suis dans l'attraction. Tout est en permanence imbriqué pour tout le monde en permanence. C'est des boucles itératives et un jour voilà l'attraction, il y a des gens, vous allez les attirer, vous allez avoir vachement de bol, vous allez les convertir comme ça. Il y en a d'autres, il va falloir vraiment qu'ils voient 25 fois votre page pour qu'ils achètent. C'est qu'en permanence vous avez ces deux objectifs. Il faut que j'attire, il faut que je convertisse, il faut que je réattire, il faut que je reconvertisse. Et vous ne pouvez pas faire du 100% parce que vos personnes elles ne sont pas identiques. Sur 100 000, et ben, vous en avez 1000 comme ça, 1000 comme ça, 300 comme ça, 500. Et à la fin des fins, on ne peut pas parler à 100%. Aujourd'hui, des sites qui convertissent à 100%, il n'y en a pas. Si vous convertissez à 10-12%, c'est déjà complètement dingue. C'est pour dire. Je veux dire, aujourd'hui, vous convertissez à 3, 4, 5, déjà sur des trucs vraiment, vraiment, vraiment sympas, quoi. Donc, faut pas viser l'optim, faut viser en fait le fait d'avoir le bon message à la bonne personne au bon moment. Et dans quel but? Dans le but de les faire venir et de les convertir, ou de les reconvertir. Moi, j'ai une question pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail sur vraiment vous dire un peu. Est-ce que tu as un retour d'expérience sur le type d'offre qui fonctionne bien? Parce que on peut difficilement faire essayer un voyage, par exemple. Moi, ma question, c'est quel type d'offre on peut utiliser pour l'article? Ouais. C'est quoi ton client? C'est une agence de voyage qui vend des voyages moto. Donc c'est extrêmement. Les voyages moto aventure. C'est extrêmement niche comme positionnement. La question c'est qu'est-ce que je peux trouver comme offre avant de. Parce que en gros le panier moyen c'est 10 000 euros. Donc avant d'arriver dans le futur, qu'est-ce qu'il y a comme cheminement possible? Alors, la première étape, effectivement, étant de comprendre la cible. Est-ce qu'on est dans un produit qui est assez haut de gamme, de ce que tu me dis? C'est un produit qui est assez haut de gamme. En tout cas qui est cher. Parce que haut de gamme, c'est extrêmement similaire. C'est un type de moto avec des voyages lointains où tu envoies ta moto par bateau. Donc c'est un truc super qui s'adresse vraiment à une niche très accessible. De gens qui cherchent un type de voyage particulier, en gros qui veulent se prendre des baroudeurs, mais qui veulent quand même se retrouver le soir dans un hôtel 3 étoiles avec piscine. C'est pas forcément la dimension luxe qui est la plus en avant, c'est vraiment la dimension baroude, mais en toute sécurité et en toute confort. L'élément qui est important aujourd'hui, ils ont un site internet, ces gens-là, ils ont fait un truc sympa avec toi. J'imagine que il y a la
il y a la partie content, blog, qui va effectivement attirer cette population-là. Et tu te dis, bah, finalement, entre ceux qui achètent et puis les visiteurs lambda, j'ai du mal à faire le tri. C'est un peu ça ta question. Oui, alors il y a ça. Comment finalement... Comment j'arrive à construire de l'engagement. L'idée, c'est de développer des gammes de produits connect, type stage de formation de 3 jours avant de partir, des petits événements, enfin, et de construire des petites offres qui fait que, on se dit, sur 100 personnes qui vont venir sur le site, il y en a peut-être 10 qui ont les moyens de s'offrir le voyage. Et ces 90 autres que ça fait rêver, qu'est-ce que je peux leur faire faire et qu'est-ce que je peux leur vendre pour que l'un de nous Ce que tu peux faire, c'est aussi il y a les étapes intermédiaires. Tu vas être dans la réassurance beaucoup parce que les photos vont convaincre, je pense. Il y a tout un tas de choses qui vont en tout cas donner envie. Ce qui peut par contre faire la différence, c'est le témoignage, le machin, enfin toutes ces étapes de réassurance, c'est vraiment des étapes bas de funnel. Donc vidéo témoignage, caméra embarquée, GoPro-like, enfin ce type de relais qui peuvent mettre en fait. Et une fois que tu auras celui-là, tu peux remonter un niveau au-dessus et te dire j'arrive à les convaincre quand ils sont en phase d'achat. Et après il y a une étape, ils sont pas prêts à aller à l'autre bout du monde. Et ceux-là finalement c'est peut-être pas des clients pour aujourd'hui, mais c'est peut-être des clients pour dans 3 ans. Et là je suis dans quelque chose de un peu plus compliqué. Eux vont peut-être faire le stage. Et là du coup c'est un moment où tu te dis que l'inbound marketing va aussi changer ton ingénierie produit, ton ingénierie service. J'ai des gens que ça intéresse. Tous ceux à qui j'en parle et que j'emmène avec moi, ils sont complètement séduits. Mais il y a un cap tellement gros en termes de projet et éventuellement financier à franchir que j'ai besoin d'étapes intermédiaires. Et Après, il y a plein de produits dérivés du type album photo, vidéo, DVD, t-shirt, porte-clés et compagnie. J'adhère à l'univers de la marque et je deviens baroudeur en achetant un porte-clés. Ouais. Et en fait, cet univers que tu crées, tu vas. Là, si j'ai bien compris, tu as une cible qui est bien distincte. Donc, quelque part, cette cible-là, tu peux l'animer directement. Elle est très très fine. Par contre, les gens qui, pour l'instant, n'ont pas encore les moyens d'accéder à cet univers de baroudeur piscine, potentiellement, ils vont peut-être hériter et potentiellement rentrer dans cette cible-là. Donc, l'idée, c'est de maintenir en éveil sur ton offre, sur ton univers. Et là, l'innovant le permet au travers du témoignage des clients existants jusqu'au moment où ils seront prêts à passer de l'autre côté. Et peut-être que les faire rentrer dans l'univers, c'est aussi leur apporter des services qui sont à leurs moyens, qui peuvent, bon là tu parlais de stage, etc. Mais ça fait vraiment partie de toute cette animation-là. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est de faire raconter les belles histoires par tes clients actuels pour attirer les clients futurs. Oui, c'est vraiment pas déjà ça. Ouais, ouais. Et après, il y a aussi la partie influence. Tu vois, je veux dire, tu peux gagner du crédit avec les témoignages ou avec des relais comme des blogueurs, par exemple. Et si cette entreprise peut fédérer et des gens qui ont fait et des gens qui veulent faire et des gens qui ont été sensibilisés à l'environnement de la marque, ça peut être des after-work, tu vois, tous les 2 mois, par exemple. Fait venir des blogueurs, des anciens clients, et tu te retrouves dans cet univers motard. Moi, je suis motard, alors je sais comment c'est. En général, c'est quelque chose, c'est assez communautaire, c'est assez fort. C'est des gens qui aiment bien se retrouver pour boire des coups. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, on peut aussi mettre le digital. Ça peut être aussi un moment de l'étape intermédiaire, ça peut être l'afterwork ou la soirée d'information où je vais faire le diaporama avec les photos. Inscris-toi, viens boire un verre et on sera 10 et on parlera moto et moto. Et je pense que ça peut être une bonne idée parce qu'en plus ça peut faire venir les blogueurs. Ça, mais sur un format qui est annuel avec un week-end pour les gens qui sont partis, qui vont partir. Mais effectivement, le fait d'avoir un format plus récurrent, c'est. Oui, puis ça va créer cette appartenance le jeudi.
pouvez me le reformuler parce que je me suis... Ouais. Bah, en fait, est-ce que le fait de faire venir des touristes en France, donc cette SN cible internationale, Ouais. joue sur la méthodologie par rapport à je suis guide de routard France et mon boulot c'est de faire voyager les gens à l'extérieur. Comment on internationalise ça? Ben, oui, oui. Alors, tout va dépendre de ce que vous faites. L'inbound marketing, c'est un moyen intéressant pour se positionner à l'international. Parce que vous allez dire, vous n'avez pas de bureau, forcément, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'espace local. Vous pouvez avoir un blog dans une langue étrangère et ça vous permet de vous positionner sur certains créneaux. Donc aujourd'hui, comment on adapte ça? On l'adapte. Je veux dire, c'est que les contenus, on les fait dans une autre langue et puis les canaux, dans un certain pays, ça va peut-être pas être LinkedIn, ça va être un autre support, ça va pas être Facebook, ça va être un autre réseau social. Ce blog-là, dans ce pays-là, on sait qu'il est incontournable, donc il faut typiquement qu'on ait un article dessus. Donc il y a une certaine localisation qui doit se faire. Mais les recettes sont à peu près les mêmes. Hein. Donc, moi, c'est par rapport au temps. C'est-à-dire que, comment dire, la personne qui fait des guides de Paris, par exemple, qui fait des guides de Paris, sur l'aspect, on va faire une recherche pendant une semaine sur Paris. C'est pas comme créer une communauté qui régulièrement va venir pour, bah, tiens, je m'intéresse justement aux motos et un jour va déclencher un achat. Par rapport au temps, mais en fait, le texte adapté est une bonne réponse, c'est-à-dire que je la prends et me va. Mais c'est plus que traduire, c'est que le lien, le rapport à la communauté et au temps, et au moment où on prend une information, c'est très différent. Par exemple, le fait que Airbnb soit en métro, moi, ma réponse, c'est qu'en ce moment, tout le monde est en train de dire qu'est-ce que je fais cet été, et que pendant ces 3 prochaines semaines, il y a une bagarre immense pour ça. Puis après, pendant un an, bah, sauf pour faire un week-end à Barcelone, bah, personne ne fait vraiment Airbnb, sauf éventuellement pour recevoir. Donc à un moment, C'est que ouais. parce que ça se passe Il y a maintenant. aussi l'idée de la segmentation, c'est-à-dire que C'est la cinétique ce que je qui est peux mettre différente. sur un guide de Paris qui s'adresse à tout le monde, et puis après je comprends l'exemple de ce que vous disiez, c'est je veux cibler une cible très particulière qui a des besoins et des attentes et aussi des inquiétudes très particulières. Et dans ce cas-là, je vais lui parler à elle seulement. Et du coup, il va intervenir à moi parce que je l'ai super ciblé. Versus le guide de routard qui parle à tout le monde et qui seulement parle à personne. Si typiquement vous dites j'ai un prospect américain, ils ont peur d'avoir tel type de nourriture, ils ont peur d'avoir ce problème médical, ou ils ont peur d'avoir... Enfin, par exemple, ça peut être ce genre de... Ils peuvent avoir des objections qui sont différentes et qui peuvent orienter leur décision. Dans les formulaires que vous allez utiliser, au lieu de dire ben voilà, je télécharge le guide, je télécharge le machin, je vois le podcast, je fais le webinaire, enfin, tous les outils que vous allez mettre en œuvre, les formulaires, bah, pas forcément tous, mais par exemple, quand vous allez mettre la segmentation en fait, que vous allez réserver à ce type de cible, vous allez pouvoir leur adresser des messages particuliers.